bienvenue dans ce nouveau point marché avec Carmignac, en compagnie aujourd'hui de William Charon, spécialiste produit chez Carmignac. Un grand bonjour à toi, William. Bonjour Imen, bonjour à tous. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet avec tout d'abord les principaux mouvements qui ont eu lieu justement donc, la semaine passée. Donc, ici, nous avons les indicateurs et je te laisse les La commenter. tendance à la baisse des marchés boursiers mondiaux s'est poursuivie cette semaine, compte tenu notamment des inquiétudes concernant la croissance économique. Donc on a les principaux indices boursiers mondiaux qui s'affichent en baisse. C'est la troisième baisse consécutive. On a notamment le Nasdaq qui perd 11% depuis 3 semaines, donc c'est significatif. On a eu des inquiétudes, comme je le disais, sur la croissance économique, notamment en Europe, avec l'approvisionnement en gaz. Ça sera d'ailleurs le fil conducteur de notre présentation aujourd'hui. On a également en Europe à la fin du mois, on a pu collecter tous les chiffres d'inflation en Europe. On atteint une inflation globale en août de 9,1%. En hausse par rapport au mois de juillet, qui s'explique notamment par une inflation énergétique, mais pas seulement. On a une inflation sous-jacente, une inflation un petit peu cœur, qui s'établit à 4,3%, son plus haut niveau sur 12 mois. Et on s'attend à ce que le pic reste devant nous en Europe. C'est pas le cas aux États-Unis, mais c'est encore le cas en Europe. Et donc, on s'attend à des réactions de la part de la Banque centrale européenne. Alors, justement, face à la réaction attendue de la Banque centrale européenne, les marchés de taux, et pas que de la Banque centrale européenne, aussi de la Fed, les marchés de taux ont continué, enfin les taux ont continué d'augmenter, et donc les indices obligataires de baisser. On vous rappelle ce phénomène sur la semaine. Donc, on a une baisse autour de 1% des indices obligataires. Et on a également, sur la semaine dernière, une forte baisse sur le pétrole et sur l'or. Alors, la baisse sur le pétrole, elle s'explique par plusieurs facteurs. Il n'y a pas vraiment un facteur qui explique cela. C'est à la fois un ralentissement de la demande, de fait justement des inquiétudes sur la croissance économique mondiale, de fait également de ce qui se passe en Chine. Il y a des nouveaux confinements de certaines grandes villes, donc ça fait partie de ce ralentissement de la croissance. On a enfin des négociations avec l'Iran, avec les pays du G7 pour sanctionner encore plus la Russie sur le prix du pétrole. Donc c'est plein de facteurs macroéconomiques, géopolitiques qui viennent s'additionner et qui expliquent la baisse du pétrole la semaine dernière. Concernant l'or, ça s'explique parce que les taux réels, donc les taux réels à long terme sont redevenus positifs en Europe. C'est la première fois depuis 10 ans. Et donc, il y a une corrélation inversée entre l'or et les taux réels. Et donc, l'or a tendance à monter quand les taux réels baissent. Et là, en ce moment, les taux réels augmentent. C'est une partie pour laquelle l'or augmente. Et enfin, on a l'euro-dollar qui continue à s'établir sous la parité. Et c'est notamment l'objet de ma minute pédagogique cette semaine. Alors justement, allons-y sur cette minute pédagogique, effectivement, qui concerne la parité entre les deux principales monnaies internationales. Donc, pour le coup, on te laisse commenter. Alors merci. Justement, alors l'euro-dollar, si on prend un petit peu de recul, ça fait 1 an que l'euro-dollar a perdu près de 20% de sa valeur, que l'euro a perdu près de 20% de sa valeur face au dollar. On était à peu près à 1,20, on est à 0,98. Qu'est-ce qui explique cela alors? C'est toujours complexe d'expliquer des mouvements de devises parce qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu, des facteurs géopolitiques, économiques, énormément de choses. On va essayer cette fois de mettre l'accent sur deux facteurs économiques qui expliquent justement l'appréciation du dollar vis-à-vis de l'euro. Le premier facteur, c'est l'effet de l'augmentation des prix des matières premières et notamment de ce qui se passe en Europe avec la crise du gaz et ce qui se passe vis-à-vis de la Russie. On observe que quand les prix des matières premières augmentent, eh ben, le coût des exportations va également augmenter pour les pays européens. Et donc, la plupart des matières premières se payant en dollars, la demande pour le dollar va augmenter et ce qui va entraîner une appréciation du dollar. C'est d'autant plus vrai actuellement que depuis la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, les Européens ont décidé de ne plus acheter de gaz russe qu'ils payaient en euros. Et donc, ils vont à la place acheter du gaz américain,
australiens qui vont payer en dollars. Et donc, ça veut dire que la demande de dollars va être encore plus importante vis-à-vis de l'euro. Et c'est un des facteurs qui explique l'appréciation du dollar vis-à-vis de l'euro ces derniers mois. Le deuxième facteur, c'est un facteur macroéconomique qu'on appelle le différentiel de taux d'intérêt. Qu'est-ce qu'un différentiel de taux d'intérêt? C'est tout simplement la différence entre deux taux d'intérêt entre deux zones. Donc entre les États-Unis pour le dollar et l'Europe. Actuellement, qu'est-ce qu'on observe sur les marchés? C'est que les taux de la Fed, ils sont aux alentours de 2,25, 2,50%, tandis que les taux de la Banque centrale européenne sont à 0%. Donc on a un différentiel de taux d'intérêt, ce qui fait qu'il y a plus de capitaux étrangers qui affluent vers les États-Unis et moins de capitaux américains qui affluent vers l'Europe. Et cela, ça entraîne justement une appréciation du dollar, et c'est un des autres effets qui explique pourquoi l'euro souffre par rapport au dollar. Alors, cette dépréciation de la monnaie européenne, ça peut être une bonne chose pour les économies, parce que notamment ça va renforcer les exportations, parce que les produits européens vont être plus attractifs en dollars. Néanmoins, euh, il y a également un vrai problème, et c'est encore plus le cas actuellement où on vit une période inflationniste, c'est que comme j'expliquais, on paye actuellement nos matières premières et notamment notre énergie en dollars, et de plus en plus. Et donc, le fait d'avoir une appréciation du dollar vis-à-vis de l'euro, ça peut entraîner un surcoût du prix des matières premières, et donc soutenir cette hausse de l'inflation, et cette inflation qui s'établit à des niveaux très hauts. Et donc là, on va arriver sur un problème où la Banque centrale européenne va devoir réagir pour potentiellement jouer sur le différentiel de taux d'intérêt, et ce que j'expliquais juste avant. Et donc voilà, c'est où là je voulais emmener sur cette parité euro-dollar qu'il faut suivre, et ce qui explique également pourquoi la Banque centrale européenne n'a pas vraiment le choix que de remonter ses taux dans les prochains mois. Entendu, William, entendu. Passons maintenant justement à ton focus macroéconomique pour le coup, qui, comme tu l'as indiqué tout à l'heure, concerne justement donc la dimension énergétique et plus particulièrement le gaz. Donc là, il s'agit justement de se poser la question de savoir donc quid de la quantité. Exactement. Alors, Axel, la semaine dernière, a parlé des prix de l'électricité, qui s'expliquent notamment par le prix du gaz en Europe. C'est le calcul du prix de l'électricité se fait via le prix du gaz. Et on observe que, bien sûr, il y a un problème de prix, mais en plus du problème prix, il y a également le problème quantité. Alors, on entend ces derniers jours, on a beaucoup entendu euh, les capacités de stockage sont au maximum, on est en avance sur ce qui était attendu, ce qui est vrai. Globalement, on est en avance sur par exemple, l'année dernière. Néanmoins, il y a un problème, c'est que les capacités de stockage, ce n'est même pas la moitié de nos besoins actuels. Donc, si vous regardez le graphique de gauche, les besoins actuels, par exemple, de l'Allemagne en gaz pour l'hiver, la capacité de stockage, c'est à peu près 40% de ses besoins en gaz. Ensuite, on va avoir des afflux, des flux qui sont non russes, donc de gaz américain, australien, qui vont arriver en Allemagne. Mais il y a 25% de ce qui étaient les importations de gaz russe qui ne sont pas compensées. Et donc, on attend, donc là, on ne voit, c'est en gris assez clair, mais c'est les économies nécessaires qui sont attendues sur la consommation de gaz allemand, qui sont attendues de 25%. Et 25%, c'est significatif. C'est pas, ça peut se faire en réduisant peut-être de 1 degré la consommation électrique, mais ça va également se faire du côté des entreprises. Et ça va être le point microéconomique d'ailleurs par la suite. Et on voit que c'est pas un problème uniquement allemand, comme on peut l'entendre, c'est un problème globalement européen. C'est ce qu'on voit sur le graphique de droite. On voit justement à quelle date les réservoirs risquent de se vider. Tous les pays ne sont pas à la même enseigne. Il y a certains pays, je pense notamment à l'Espagne, qui est assez bas, mais qui a des gazoducs avec l'Algérie. Donc, on a d'autres façons de se fournir en gaz. Mais certains pays qui dépendaient énormément du gaz russe vont devoir faire des économies significatives durant les prochains mois. Entendu, entendu. Et la France se situe plutôt au milieu, a priori. La France se situe assez bien. Les réservoirs sont pleins en France. En France, comme vous le savez, on est un petit peu moins dépendant du gaz, notamment pour notre électricité. Donc la situation française est moins alarmiste
que pour certains autres de nos confrères européens. D'accord, c'est entendu. Donc effectivement, donc l'idée maintenant, c'est de parler sur le plan microéconomique de l'impact que cela va avoir ou risque d'avoir sur les entreprises. Donc quel impact sur les entreprises, William, pour le coup? Alors, l'impact sur les entreprises, malheureusement, il risque d'être sévère. Vous avez certainement entendu, ça faisait les unes des journaux ces derniers jours qu'on fermait des piscines publiques en France, notamment parce que la facture énergétique devenait trop importante. C'est également le cas pour certains gros industriels. Donc, je pense à ArcelorMittal, qui a annoncé fermer des usines sidérurgiques en Espagne et en Allemagne, notamment parce que, à cause de la flambée des coûts de l'énergie et du gaz. Et si on observe et qu'on prend un petit peu de recul, euh, il y avait bien sûr il y a une sobriété qui va se mettre en place de fait de l'impact prix. Vu que le prix va être plus élevé, on va moins consommer pour moins voir pour moins voir l'impact de cette hausse des prix de l'énergie. Néanmoins, on se rend compte, et c'est le graphique de gauche, sur le graphique de gauche, c'est la consommation hebdomadaire de gaz industriel en Allemagne, parce que le gaz, il sert énormément pour l'industrie en Allemagne. Et comparé à une moyenne sur 3 ans, ces dernières semaines, on est à peu près à 25% de moins de consommation hebdomadaire de gaz. C'est pas parce que les entreprises ont trouvé, on aimerait bien, mais c'est pas parce que les entreprises, en quelques semaines, ont trouvé exactement une façon c'est pas parce que les entreprises ont trouvé une façon de moins consommer. C'est justement parce qu'ils ont considéré qu'il fallait peut-être réduire une partie de leur production. Et donc ça, ce n'est pas encore dans les prix, ce n'est pas encore dans les marges des entreprises, mais c'est des indicateurs qu'il faut regarder parce que c'est des indicateurs qu'on appelle avancés et qui nous donnent une idée de l'impact que pourrait avoir cette hausse des prix de l'énergie et notamment du gaz sur les entreprises et sur les marges et les chiffres d'affaires des entreprises européennes. Et donc ça, Et c'est très important. oui, Ouais. et sur l'emploi après, éventuellement aussi, hein, parce qu'on entend de plus en plus d'entreprises parler de chômage partiel, de chômage technique en conséquence du ralentissement en fait. Exactement. Alors, généralement, l'indicateur de gauche, c'est ce qu'on appelle des indicateurs avancés. Il y a des indicateurs qui sont un peu plus en retard. L'emploi en est un, et notamment parce que on a ces indicateurs avancés-là, du coup, les marges vont se réduire, et du coup, l'emploi, donc le chômage va augmenter. Et donc, l'emploi est un indicateur en retard par rapport à l'économie. C'est pour ça qu'on voit encore des emplois, un emploi robuste, hein, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. C'est que c'est des indicateurs qui ne sont pas avancés, mais plutôt en retard par rapport à ce qui se passe dans l'économie, mais qu'il faut quand même regarder. Et justement, ce que j'expliquais sur l'énergie, sur les prix de l'énergie, l'impact que ça peut avoir sur les entreprises européennes et notamment sur certains secteurs, donc là je pense notamment au secteur industriel, hein, dont fait partie ArcelorMittal, euh, peut vraiment être significatif pour les prochains trimestres. Entendu, entendu William. On va revenir éventuellement ensuite sur ces différents sujets par le biais de questions donc, de la part de nos clients. Pour le coup, donc le message de la semaine concerne toujours donc la dimension énergétique. Je te laisse éventuellement l'évoquer. Alors le message de la semaine, c'est la crise de l'énergie, la facture s'alourdit encore. Alors elle s'alourdit de plusieurs façons. Comme je l'ai expliqué, la crise de l'énergie, elle vient renforcer ce qu'on appelle un environnement stagflationniste, donc un environnement où la croissance ralentit, où on va probablement, il y a de forts risques qu'on rentre en récession, et où l'inflation reste élevée. Et donc elle vient renforcer cela, parce que ce soit les prix qui augmentent et donc qui viennent soutenir l'inflation, ou alors, comme je l'expliquais juste avant, le coût que cela pourrait avoir sur la production industrielle, sur plusieurs secteurs. Et ce coût-là, il va peser sur la croissance. Et donc, la crise de l'énergie vient renforcer justement ce sentiment stagflationniste, cet environnement, ce qu'on appelle stagflationniste, euh, et elle laisse que très peu de choix à la Banque centrale européenne. Donc c'est justement mon point pour le message du jour. La Banque centrale européenne qui se réunit jeudi n'a que très peu de choix face à cet environnement-là, où elle va justement devoir essayer de mettre un terme à l'inflation coûte que coûte. Et donc on s'attend, ou le marché s'attend, à ce qu'elle augmente significativement ses taux jusqu'à la fin de l'année.
stagflationniste, donc hausse de l'inflation et ralentissement de la dynamique économique, en fait. Exactement, et ralentissement de la croissance. Ouais. Du coup, pour éventuellement terminer, on va parler de ce que cela a induit, notamment dans votre approche sur un fonds phare que l'on a en distribution, donc Carmignac Portfolio Patrimoine Europe. On en a déjà parlé avec Axel la semaine dernière. Là, il s'agit justement donc, de reparler éventuellement de la manière dont vous avez ajusté du coup votre approche. Exactement. Alors, cette approche et cette vision sur les marges de l'entreprise et sur les marges des entreprises de l'impact de la crise énergétique, c'est une approche qu'on a depuis quelques mois maintenant. Et ça peut paraître paradoxal que je vous parle d'un fonds européen alors que j'ai été, on va dire, assez pessimiste hein, sur l'Europe. Je n'ai pas évoqué, il y a potentiellement des possibilités de sortir par le haut que j'ai pas évoqué, mais c'est vrai que l'approche est assez pessimiste pour l'Europe en comparaison avec d'autres parties du monde. Néanmoins, nous, on pense chez Carmignac avec une approche multiclasse d'actifs et vraiment avec une vision macroéconomique, euh, il- l'Europe peut être attractif. Et donc, on l'a vu pendant l'été, on a une vision prudente. Je le disais, on avait cette vision sur l'économie européenne, sur le fait que la crise énergétique allait peser sur la croissance. Et donc, on est resté très prudent dans nos expositions. Cette prudence pendant les mois de juillet et début d'août, euh, on a souffert relativement par rapport au marché. Le marché était globalement en hausse. Il y a eu un rebond. Je crois qu'Axel en a parlé ou Kevin. Mais sur la deuxième partie de l'année, et après il y a eu un rendez-vous de Jackson Hole, et ça Axel vous en a parlé la semaine dernière, et ben les marchés sont vraiment rentrés dans une période baissière parce que ils se sont aperçus que les banquiers centraux, ils n'allaient pas faire demi-tour, ils n'allaient pas arrêter justement leur resserrement monétaire de sitôt, et ça a pesé sur les actifs qu'on dit risqués, donc globalement les marchés actions, les marchés de crédit. Et nous, dans un portefeuille européen, comment on peut faire pour justement essayer de créer de la valeur dans cet environnement? Alors, pour se créer de la valeur, ce qu'on va faire, c'est qu'à court terme, on va se couvrir. Oui. On va se couvrir de nos risques Axel en a parlé la actions, semaine dernière justement sur les exactement. différentes modalités, ouais, effectivement, de couverture. Mais en plus de cela, elle a parlé d'une stratégie, c'est qu'on disait long short, un petit peu Oui. alternatif. Et la façon dont on peut avoir une stratégie long short, c'est justement, on va euh, alléger des positions qui sont fortement exposées à une récession au prix du gaz. Donc là, je parle du secteur industriel, par exemple. Et au contraire, on va renforcer des convictions qui pourraient en profiter, qui pourraient profiter de ce qui se passe. Donc là, pour rester sur la crise énergétique, hein, c'est notre fil conducteur, le secteur des énergies renouvelables pourrait justement profiter de nouveaux plans de relance. Hein. Il y a Emmanuel Macron qui a annoncé hier, je crois, ou avant-hier, dans une conférence de presse, qu'il n'avait pas assez investi dans les énergies renouvelables, qu'il fallait le faire encore davantage. Et donc, on peut s'attendre à des nouveaux plans budgétaires de la part des États pour soutenir l'économie européenne et ça pourrait profiter justement à certains secteurs, à certaines entreprises qui sont bien positionnées justement pour bénéficier de ces plans budgétaires. Entendu. Entendu, William. À présent, donc, nous allons passer à la session des questions-réponses. Donc, oui, effectivement, donc là, c'est un rappel selon lequel justement le fonds Carmignac Patrimoine Europe en fait est distribué sur Easy Bourse. Et donc sur les questions, donc il y en a au moins deux. La première concerne justement les anticipations donc des bénéfices des entreprises européennes. Tout à l'heure, tu disais qu'aujourd'hui, il faut s'attendre à une revue, une correction de ces anticipations. Donc, où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on pourrait arriver en fait du coup? Alors, où est-ce qu'on en est actuellement pour le troisième trimestre et la fin de l'année? Les, on va dire, les résultats des entreprises sont encore attendus en hausse. Notamment par des effets de base et également parce que l'économie actuellement, euh, en fait, l'économie actuellement sur les derniers trimestres s'est bien comportée. Et donc, pour ce qui est des attentes des investisseurs, elles sont encore assez élevées. Néanmoins, ce qu'il faut regarder, c'est que si on prend d'un point de vue global, hein, d'un point de vue des indices européens, néanmoins, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a vraiment une différenciation entre les secteurs. On a notamment le secteur de l'énergie qui a des anticipations
de bénéfices qui sont très très élevés, comme on peut très bien l'imaginer, et c'est notamment ce qui amène la discussion dans les cercles publics de est-ce qu'il faut taxer les super profits. C'est justement ces entreprises-là. À l'inverse, si on prend par exemple le stock 600 et qu'on enlève le secteur de l'énergie, eh ben on voit que les anticipations de résultats sont en baisse depuis quelques mois parce que les analystes commencent à prendre en compte justement le coût de cette énergie, le coût que pourrait avoir Ouais. de cette facture énergétique. Alors où est-ce qu'on va aller? C'est malheureusement compliqué de le dire actuellement, c'est encore un petit peu tôt, mais on peut s'attendre vraiment à une baisse significative et encore une fois, comme j'ai expliqué, essentiellement pour certains secteurs. D'accord. Deux autres questions, William. La première, ça concerne justement donc les secteurs qui sont en vogue. Donc effectivement, tu évoquais par exemple les énergies renouvelables. La question qui est posée, c'est comment gérez-vous le risque de concentration en fait sur ces secteurs en fait qui justement donc sont un peu comment dire en vus par un certain nombre d'investisseurs et plus particulièrement également les titres hein, justement à l'intérieur de ces secteurs. Comment vous gérez le risque de concentration? Alors c'est une vraie question, notamment bah, c'est vrai pour le secteur des énergies renouvelables où le nombre d'acteurs européens est assez limité. euh, et c'est quelque chose qu'on va suivre. Alors plus qu'une question de concentration, ça va être une question aussi de valorisation. Mhm. À quel point les entreprises sont bon marché ou trop chères? Et c'est principalement cela qui va je veux dire, qui va rentrer en considération d'un point de vue de la taille de ces entreprises dans le portefeuille. Donc c'est vraiment une question de valorisation plus qu'une question de concentration. Bien évidemment, il y a certaines entreprises qu'on aime, mais parce qu'on trouve que le business model est bon, que l'entreprise est bien gérée, mais si le prix n'est pas attractif ou si on pense que justement il y a, il y a beaucoup de choses qui sont déjà dans les prix, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder, on va surveiller cette entreprise et on va essayer de voir s'il n'y a pas justement des points d'entrée qui pourraient être attractifs. Et je pense notamment donc pour sortir du secteur des énergies renouvelables, je pense au secteur de la consommation. On a Oui. des grandes entreprises de consommation européennes qui sont des De leaders consommation de mondiaux base, en fait, la de consommation de base. consommation de Ouais. base, oui, ou même de consommation discrétionnaire, hein. Par exemple, dans le secteur du luxe, on a des grands leaders de l'industrie euh, qui, actuellement, sont à des niveaux bien en deçà de ce qu'ils étaient il y a un an. Il y a un an. Donc, on est vraiment à des niveaux qui commencent à devenir attractifs. C'est des business models qu'on aime bien, dont on apprécie la qualité, qui vraiment ont, enfin vraiment ont une base, Un ont une pricing power base également, éventuellement. exactement, un pricing power, des perspectives qui sont très attrayantes. Et actuellement, eh ben, au fur et à mesure où les marchés actions baissent, ces entreprises deviennent attractives. Et c'est à ce moment-là que justement, on va profiter bah, de cette forte baisse pour construire notre exposition à ces titres. Et l'avantage d'un fonds comme Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, c'est qu'on peut se couvrir des risques avec des protections qui permettent justement de augmenter, par exemple, la place des énergies renouvelables, tout en ayant une exposition nette au marché actions qui est faible. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à ce fonds et qui est important dans l'investissement et dans ce qui se passe actuellement sur les marchés boursiers européens et mondiaux. Une toute dernière question, William, pour ne pas faire trop long justement sur le secteur technologique. Donc, dans cet environnement de hausse des taux, en fait, donc, qui est à vocation à pénaliser certains secteurs comme la tech, est-ce que pour autant, aujourd'hui, vous avez conservé des positions à l'intérieur de ce secteur? Alors oui, oui, on a conservé des positions. Ce qu'on a fait au sein j'allais dire du portefeuille de Carmignac Portfolio Patrimoine Europe parce qu'on en parle, mais même au sein d'autres portefeuilles, notamment Carmignac Portfolio Grande Europe, qui est la version 100% action euh, de, 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 de notre en Europe, de chez Carmignac, et on a justement réduit les entreprises qui avaient des valorisations trop élevées. Parce que ce qu'on a vécu depuis le début de l'année, et je crois qu'on en avait déjà parlé en juin, c'est qu'on a vécu une crise des valorisations. Actuellement, les valorisations, donc c'est-à-dire par exemple le secteur technologique, il a des valorisations élevées parce que les bénéfices sont attendus dans les années futures.
Et donc, on s'attend à ce que les bénéfices augmentent, mais actuellement, les bénéfices sont bas. Et donc, ils sont dépendants des taux d'intérêt. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit les entreprises, ou on a vendu les entreprises qui avaient justement des valorisations trop élevées, et au contraire, on est allé vers des entreprises technologiques qui étaient vraiment euh, dans des secteurs à des valorisations plus attractifs et dans des entreprises technologiques, on va dire, de qualité. Donc, je peux penser par exemple à Schneider Electric, justement sur la technologie, sur l'électrification, et notamment également sur l'énergie renouvelable. Et c'est voilà, c'est des entreprises comme ça de qualité croissance qu'on appelle, qui, qui vraiment vont être au cœur de nos investissements actuellement et tout au long de l'année 2022. Et on a réduit on va dire ce qu'on appelle dans un jargon les hautes valorisations, celles qui avaient des valorisations les plus élevées et qui avaient justement plus d'incertitudes vis-à-vis notamment d'une possible récession. Entendu, William, entendu. Merci énormément pour cette explication, pour ces éclairages. Merci à tout le monde pour votre fidélité. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau point marché avec Carmignac. En attendant, vous aurez toujours la possibilité de regarder l'enregistrement de la session d'aujourd'hui. Et sinon, donc, la connexion se fera avec le même lien. Donc, il reste un lien permanent pour le coup. Merci à tous et encore une fois, merci William.